Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. En Russie, Lénine est omniprésent, que ce soit à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou encore à Ekaterinbourg, dans chaque grande ville de la Fédération. Il existe une avenue ou une place Lénine ou encore un boulevard de la Révolution d'octobre 1917. Partout, on y croise des bustes et des monuments dédiés à l'ancien leader de la Révolution. Des hommages que le pouvoir actuel a jugé bon de laisser en place, obéissant aussi bien à la nostalgie collective qu'à son propre souci de ne pas remuer le passé. À travers une série de portraits, nous avons tenté de questionner la mémoire de 1917. Nous avons donc suivi 4 Russes d'aujourd'hui, nés pour la plupart en URSS, un pays qui n'existe plus. Le reportage de Ksenia Bolchakova et Véronika Dorman. « 1917, janvier. Révolte et grève ouvrière éclatent à Petrograd. Février, mutinerie, heure mortelle. Soldats et ouvriers forment les premiers soviets. Mars, le tsar Nicolas II abdique. Octobre, les bolcheviks prennent le contrôle de la capitale. 1917, une année qui a profondément marqué les Russes. Une année synonyme de... Révolution, дикость, Exode. Tragédie для всей страны. 100 ans sont passés, et si l'Union soviétique n'existe plus, la révolution et l'état qu'elle a engendré sont toujours dans les esprits. Dans le paysage, ses traces imposantes. Et partout, à travers le pays, ces statues qui semblent indéboulonnables. Mes chers amis, cette année n'est pas une simple année pour nous. C'est l'année du centenaire de la grande révolution russe, grâce à laquelle notre pays est connu dans le monde entier. Nous rendons hommage à la mémoire de l'homme qui a su la mener à bien, qui a fait que nous vivons non seulement avec l'espoir, mais aussi la certitude que cet avenir radieux adviendra. Vladimir Ilitch Lénine. Lénine, dont la momie repose encore dans ce mausolée de granit noir. Si beaucoup de Russes souhaitent le voir enterré, le pouvoir se garde bien de le faire pour ne pas heurter les communistes qui restent une force politique importante. Lénine, un symbole de mémoire nationale et des histoires familiales qui ont bercé les enfances russes. Je suis René Armand. Je suis écrivain, documentariste et je suis la petite nièce d'Inès Armand. Sur la place Rouge, il n'y a pas que le mausolée. Tout au long des murs du Kremlin, une nécropole où reposent dignitaires et héros du régime. Inès a fait partie des premières à être enterrée avec les honneurs sur la place Rouge. Une des premières femmes bolcheviques. Il avait été décidé à l'époque d'enterrer ici les plus grandes personnalités du parti. Plus tard, les grands scientifiques. Même Gagarine est enterrée ici. Et bien sûr, pour les familles, c'est un grand honneur. C'est la place Rouge tout de même, le cœur de la Russie. René et les autres membres de sa famille, comme Galina, ont grandi et vécu dans la vénération des idéaux d'Octobre, avec le souvenir de cette grand-tante au destin exceptionnel.
En tant que bolchevique et partisane clandestine, Inès avait beaucoup d'expérience. Elle a été incarcérée 2 fois. Elle a été condamnée à l'exil parce qu'elle faisait de la propagande dans les milieux ouvriers. J'ai lu des témoignages de simples travailleurs qui racontaient que c'était très impressionnant de voir cette dame en chapeau qui venait vous voir et vous expliquait les principes du marxisme d'une manière très accessible. Issue d'une grande famille bourgeoise et industrielle d'origine française, mère de 5 enfants, Inès abandonne tout pour suivre Lénine. Elle traduit ses écrits, elle enchaîne des missions parfois dangereuses. Leur correspondance compte des centaines de lettres. Leur relation est intense, certains diront intime. Ces rumeurs se sont répandues, mais les gens les plus proches du leader bolchevique, comme Zinoviev, les ont toujours niés. Bien sûr que l'homme de sa vie aurait dû être Lénine, un homme dévoué corps et âme à la révolution comme elle. Mais il y a cette lettre très connue d'Inès qui lui écrit « C'est ici que nous nous sommes quittés ». Et je pense qu'en fait, il y a eu un moment où tout se jouait, où ils allaient trancher, y aller ou reculer. Et Lénine a décidé qu'il ne pouvait pas se laisser aller à l'adultère. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. 100 ans après, une messe est consacrée aux officiers de l'armée blanche, morts pendant la guerre civile. Cette guerre entre les rouges et les blancs, c'était comme un coup de couteau en plein cœur pour notre peuple. Prions pour la paix des âmes de ces combattants, de ceux qui ont pris part à ces campagnes militaires. Je m'appelle Giorgio Sorgin, je suis issu d'une famille de l'immigration blanche qui a émigré en France, où je suis né en 1963. Mon père, bénissez-moi mon père. Vous êtes de Russie, vous êtes de France? Je viens de France, mais je vis en Russie depuis 12 ans déjà, et des gens comme moi, il y en a beaucoup ici aujourd'hui. Le grand-père de ma femme était un officier du mouvement blanc, et moi, l'un de mes arrière-grands-pères était gouverneur de la région de Tula. L'autre était maire de Moscou avant la Révolution. Je vous souhaite qu'on vous restitue vos domaines et vos terres. Ce n'est pas le plus important, mon père. Le plus important, c'est que Dieu soit revenu en Russie. Это самое главное. Это самое главное. А другие это материальные. L'évêque qui est responsable de ce monastère a confié cette tour en fait qui existe dans le monastère pour qu'on puisse ouvrir une exposition en mémoire de beaucoup de Russes blancs qui ont quitté en fait la Russie en 1921 par Sébastopol. Donc via Sébastopol, il y a 120 bateaux qui sont partis, il y a 150 000 personnes qui ont quitté les rives de Sébastopol. Et en fait, c'est toute l'histoire de cet exode qui était racontée ici. Au total, 2,5 millions de personnes quittent le pays après 1917 et la guerre civile qui suivit. Aristocrates, militaires, religieux, intellectuels, les Russes blancs, ennemis naturels de la Révolution rouge. On a déraciné des milliers de personnes de leur pays qu'ils aimaient, parce qu'il y avait leur tradition, il y avait les valeurs morales, il y avait la religion, il y avait la terre russe, et on les a tout simplement déracinés, purement et simplement, avec l'espoir de revenir, mais la plupart, personne n'est revenu en fait. Il aura fallu attendre la chute de l'URSS pour que les petits-enfants des exilés puissent revoir leur patrie historique. Georges a choisi de s'y installer.
Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночь никто нас не встретит, мы простимся на мосту. Georges porte le prénom de son grand-père, officier de l'armée impériale, arrêté par la police secrète du nouveau régime. Il est d'abord condamné à 10 ans de camp au Solovki, le premier goulag soviétique, avant d'y être fusillé en 1929. 2 ans plus tard, la grand-mère de Georges quitte l'URSS pour la France. C'est le passeport de ma grand-mère, donc Alexandrine Ossorgine-Negolitsine, où on la voit en photo ici avec ma tante Marina et mon père Michel, et c'est avec ce passeport-là qu'ils ont pu sortir en fait de l'Union soviétique en 1931. Ma grand-mère a fait une chose fabuleuse. Elle est partie avec très peu de choses, enfin, notamment avec sa fille et son fils, qui est mon père, mais elle a pris toutes les lettres que son mari lui a envoyées de prison. Et donc on a conservé toutes ces lettres, c'est un trésor phénoménal. Il y parle des conditions de vie dans le camp. Il dit son amour pour ses enfants qu'il ne verra pas grandir. Grâce à ses écrits et au dossier de son grand-père qu'il a pu récupérer aux archives du FSB, l'ex-KGB, Georges a reconstitué un morceau manquant de l'histoire familiale. Voilà, c'est ça la lettre qui a été retranscrite. À quel moment et dans quel contexte on vous a parlé de 17 et comment est-ce que c'était transmis chez vous quand vous étiez... Alors très honnêtement, tabou. On n'a jamais développé le sujet en fait, et même entre nous on n'en parlait pas. En fait on avait un bouquin d'histoire qui s'arrêtait au début de la Révolution, quoi. C'est très étonnant, c'est qu'en fait nos arrière-grands-parents, et voire grands-parents aussi, je pense qu'ils ont vécu un moment tellement fort et tellement difficile qu'ils ont, en fait, je pense qu'ils ont souhaité nous protéger en fait de ça, de ce traumatisme. C'est un traumatisme qu'ils ont subi. Depuis la chute de l'URSS, Moscou n'a jamais officiellement demandé pardon à ses descendants, ni d'ailleurs à aucune victime des répressions du régime soviétique. Pour les 100 ans de la Révolution, ce n'est pas non plus à l'ordre du jour. Pas besoin de rappeler que notre président Vladimir Poutine a expliqué que cette date pour nous n'est pas l'occasion de chercher des coupables. Il ne s'agit pas de remuer le couteau dans la plaie. Cette date, c'est l'occasion pour nous de tirer des leçons du passé et atteindre une réconciliation tout d'abord avec nous-mêmes. Quelle est la différence entre ce jubilé et la façon dont c'était célébré du temps de l'Union soviétique, quand tout était centralisé? Sur commande, en suivant un règlement très strict, eh bien nous avons volontairement refusé ce format. Le vice-ministre est le seul représentant de l'État au sein du comité d'organisation du centenaire. Ce comité réunit historiens, directeurs de musées, responsables de grands médias. Ils organisent expositions, colloques et tables rondes. Aucun parti politique n'y participe. Aucune commémoration nationale n'est prévue. L'État fait profil bas. D'un côté, il est impossible de ne pas inscrire le régime de Vladimir Poutine dans la continuité du régime soviétique, en tant que grande puissance, voire de superpuissance. De l'autre côté, toute révolution, c'est une catastrophe, un bouleversement. C'est la rupture de la continuité et de la tradition. Ce qui est perçu par le pouvoir actuel comme quelque chose de négatif et d'indésirable. C'est pourquoi il n'y a toujours pas de position concertée sur le sujet. Le régime ne sait pas comment traiter, comment célébrer ce centenaire.
Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24 et tout de suite la deuxième partie du reportage. Les fantômes de 1917 ont toujours la Russie de Poutine. Ksenia Bolchakova. Société idéale, triomphe de la justice sociale, lendemain qui chante. Les mythes de 1917 ne sont plus inculqués dès la petite enfance. Les manuels d'histoire ont été réécrits. Bonjour à tous. Commençons. Levez-vous. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons de nouveau parler de la grande révolution russe, la révolution de 1917. Je m'appelle Olga Okolova, je suis née en 1968 à Ekaterinbourg. Je travaille comme professeur d'histoire dans un lycée de la ville. Quand on vous dit révolution de 1917, qu'est-ce que ça vous évoque? Le gouvernement change dans le pays, un régime prend le pas sur un autre, d'une monarchie à une république. Oui, c'est bien ça, mais encore. La dictature du prolétariat? Oui, la dictature du prolétariat. Et si nous parlons surtout avec vous de coup d'État bolchevique, de dictature du prolétariat, c'est parce que dans notre culture, pendant longtemps, nous avons étudié la révolution d'octobre comme un événement à part. Février était considéré comme un prologue. C'est une période sur laquelle on revenait très peu en URSS. Et octobre, c'était la grande révolution socialiste d'octobre. Vos parents, vos grands-parents ont surtout appris cette histoire-là. Désormais, dans les programmes de terminale, on ne sépare plus février et octobre. On les étudie comme un seul et unique processus révolutionnaire. Moi, je pense que la révolution a été un pas important pour toute l'humanité. Il fallait en passer par le communisme, mais ça a surtout permis de montrer que le capitalisme, ça marche mieux. C'est une structure plus fiable. C'est l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu trop de victimes et de sacrifices humains, une crise économique extrême. Et ça a rendu possible d'autres guerres à l'échelle mondiale. Ça a eu des conséquences pour la planète entière. Dans le contexte actuel de globalisation et de menaces terroristes, si cette révolution avait lieu maintenant, elle serait encore plus terrible. Ses conséquences seraient beaucoup plus grandes que celles que nous avons eues il y a 100 ans. Ce sur quoi les élèves insistent, c'est qu'ils ne voudraient pas que cette tragédie se répète. C'est une tendance générale. Au début des années 1990, on a assisté à un rejet total de toute l'expérience soviétique. La révolution était interprétée comme un coup d'État avec tout ce que ça comporte de connotations négatives. Ce n'était plus la grande révolution socialiste d'octobre, mais une prise de pouvoir illégitime. Les bolcheviks ont saisi le pouvoir sans justification, sans soutien. Ils étaient les méchants. Alors qu'avant, il y avait eu le grand empire russe, cette Russie que nous avons perdue, et tout ce qui l'a détruit était mauvais par définition. Par conséquent, tout ce qui appartenait à l'empire était bien. Dans la Russie de Vladimir Poutine, le passé impérial est largement réhabilité. Nouveau symbole d'Ekaterinbourg, l'église sur le sang versé. Cette cathédrale s'élève à la place de la maison Ipatiev, là où le tsar Nicolas II et sa famille ont été exécutés par les bolcheviks. Depuis, l'Église orthodoxe les a élevés au rang de saints. Sur tous les murs, des icônes représentent ces nouveaux martyrs. En toute sincérité, j'ai beaucoup de compassion pour ces gens. Il est indéniable qu'ils ont terriblement souffert et sans raison. Mais
Je ne sais pas. Si je comprends la canonisation de son fils, le tsarevitch Alexei, et des autres enfants, je ne suis pas d'accord avec celle de Nicolas II, car il ne s'est pas conduit comme un saint par bien des aspects. Pour les historiens, Nicolas II a surtout été un piètre dirigeant. L'Église, elle, célèbre la mémoire d'un grand monarque. En réalité, c'est étrange, car en février 1917, beaucoup de membres du clergé se sont désolidarisés du tsar. Ils ont soutenu le gouvernement provisoire et n'ont absolument rien fait pour sauver la monarchie. Donc aujourd'hui, ça a des aspects douteux, mais ça doit être une façon pour l'Église de s'approprier l'histoire. L'Église joue aussi un grand rôle pour rapprocher les Russes blancs de leur patrie d'origine. Chaque année, à Pâques, Georges quitte Moscou pour un retour en France. Direction Clamart, en banlieue parisienne, là où se trouve sa maison familiale et dans son jardin, une des plus vieilles chapelles orthodoxes de France. Je suis né ici. Et en fait, c'est mon père qui a repris ce terrain, qui s'est occupé de la chapelle depuis 53 ans. Cette chapelle a été édifiée par la première émigration russe. Le premier office qui a eu lieu ici a eu lieu à Pâques en 1924. C'est une tradition, c'est connu dans Paris, en fait dans le milieu russe, que le dimanche de Pâques, ici à la famille Ossorgine, on reçoit essentiellement, c'est que des représentants de l'émigration blanche. Durant la période soviétique, cette église coupe les ponts avec le patriarcat de Moscou, inféodé au régime. L'URSS n'étant plus, elle est revenue sous sa juridiction. Symbole fort, l'évêque qui célèbre ses vêpres vient de la nouvelle cathédrale russe, construite dans le centre de Paris. Mais dans cette diaspora très soudée, beaucoup ne comprennent pas le choix de Georges de revenir en Russie. S'ils n'ont pas vécu la Révolution, tous ont grandi avec son ombre dans le dos. C'est super sympa que tu sois là. Évidemment, je ne leur pardonne pas. C'est pas possible de leur pardonner. Vous vous rendez compte, ils ont détruit une culture, une civilisation, un art de vivre. Et tout ça, il faut que ça se mette en place. Pour nous, c'est plutôt une année de deuil. C'est plutôt une année de deuil. Il y a 100 ans, un régime totalitaire s'est mis en place en Russie. Je pense que la réconciliation peut passer uniquement par la destruction des symboles du régime bolchevique et de ce régime totalitaire. Donc en premier lieu, le mausolée de Lénine, qu'il faut déplacer, qu'il faut détruire, qu'il faut l'enterrer normalement quelque part d'autre, mais que ce ne soit pas ce mausolée qui se trouve sur la place Rouge. Voilà. Retour en Russie. À Saint-Pétersbourg, la ville où tout a commencé. C'est le 1er mai. Молодец! А что молодец? Что пришел? Молодец, что пришел, да? Да. Иванова! Je m'appelle Irina Ivanova. Je suis députée de l'Assemblée locale de Saint-Pétersbourg pour le Parti communiste. Je suis née à Leningrad. В каком году мы с вами не родились?
Родились мы в 17 году. В каком году мы с вами не родились? Родились мы в 17 году. Quelle était la mission de Lénine? Créer une organisation sociale absolument différente de la précédente. Un État juste, social. Et il a réussi à le faire. Lui seul a réussi. Et aujourd'hui, la dictature du prolétariat, c'est toujours notre objectif. Ancienne patronne de PME, Irina a abandonné le business pour entrer en politique au milieu des années 2000. Elle milite pour aider les retraités, les vétérans. Elle encourage les jeunes à s'engager. Le pouvoir actuel a récupéré une superpuissance à la chute de l'URSS. Une puissance nucléaire et économique. Mais en plus de 20 ans d'un pouvoir alcoolisé et mafieux, ils l'ont transformé en un État dépendant de ses matières premières. Nous, les jeunes communistes, ne pouvons plus supporter cela. Ce qu'ils ne supportent pas non plus, c'est le discours du pouvoir empreint de rhétorique anti-révolutionnaire. Sur décision de Vladimir Poutine en 2004, le jour anniversaire de la révolution d'octobre n'est plus un jour férié. Pour moi, le thème principal de ce centenaire, c'est le passage sous silence du centenaire, de la fête elle-même, parce qu'il y a un grand nombre de problèmes économiques et politiques dans notre pays. Et si ce thème était abordé trop en profondeur, les autorités risqueraient de se prendre un retour de bâton. Mais cette fête continuera d'exister. C'est impossible de l'effacer de nos mémoires. Elle existera encore de très longues années. Et les communistes sont les seuls à avoir prévu des célébrations d'envergure dans toutes les grandes villes russes. La grande révolution socialiste d'octobre s'est produite non pas parce que des radicaux ont pris le pouvoir, mais parce que la grande majorité des gens voulaient qu'elle se produise. Et cette majorité a célébré cette fête toute sa vie. René nous emmène sur les terres des Armands, où avant la Révolution, sa famille possédait usines textiles et grands domaines. On y trouve aussi un petit musée consacré à ces pionniers du capitalisme qui ont tout perdu en 1917. Tous les membres de ma famille disaient que la révolution était une bonne chose. Pour leur destin personnel, c'était même une chance. Sans ça, ils auraient tous fini dans le textile. Mais ils sont devenus scientifiques, peintres, écrivains, réalisateurs de cinéma. Je n'ai jamais entendu personne de ma famille dire « Quelle horreur, on nous a tout pris !» Mon père disait même « Dieu soit loué !» D'industriels bourgeois à intellectuels soviétiques, la famille de René a vécu les soubresauts d'un régime qu'ils ont d'abord souhaité et qui a fini par les décevoir. Si la révolution a engendré modernisation sociale et économique, elle a aussi donné naissance à la collectivisation forcée, à la terreur, au totalitarisme. Je pense que le gouvernement actuel, ou même l'Église, peut faire son mea culpa devant certaines choses. Mais moi, je ne réclame rien. Je ne suis pas revenu ici pour exiger quelque chose ou quoi que ce soit. Je suis venu ici pour poursuivre l'éducation que m'a été transmise par ma famille. C'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance, c'est une richesse, d'avoir ces deux cultures. Georges et les autres descendants de Russes blancs rentrés au pays ont fait le choix de la tradition, faisant revivre ensemble celle que le régime bolchevique voulait anéantir. À défaut d'une introspection collective, le pari d'une continuité ou la révolution de 1917
ne serait qu'un accident de l'histoire. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Ils sont mineurs, palestiniens et connaissent déjà la détention. L'écrasante majorité sont des garçons, mais le porte-drapeau de cette génération est une fille de 17 ans. Ahmed Tamimi, qui actuellement purge une peine de 8 mois de prison pour avoir giflé, donné un coup de pied et insulté un soldat israélien. D'autres ont jeté des pierres ou ont pris part à des attaques de soldats. Des actes pour lesquels ces enfants sont jugés au même titre que des adultes. Régulièrement, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi l'Union européenne et de nombreux pays dénoncent leurs conditions d'incarcération. C'est un reportage de Cécile Galluccio et Antoine Mariotti. C'est un atelier un peu particulier. Un atelier clandestin. Sous cette tente, on bande les yeux des enfants, on leur attache les mains et on tente de les intimider. En maître de cérémonie, Fadi, 30 ans. Ils les prennent en pleine nuit, les ligotent, les malmènent. Je veux qu'ils fassent l'expérience de ces choses pour qu'ils ne soient pas traumatisés quand l'armée israélienne les arrêtera. Bachar, Mahmoud et les autres ont entre 13 et 17 ans. Ils sont venus ici de leur plein gré, mais doivent respecter certaines conditions de discrétion. Pourquoi on ne peut pas garder nos téléphones portables? Parce que les Juifs nous écoutent parler. Exactement. On va vous apprendre des choses qu'on n'a pas envie de dévoiler. Et eux aussi, on va les virer. Notre caméra est la première à avoir eu le droit de filmer cet atelier. Mais de temps à autre, elle n'est plus la bienvenue. Pendant plus de 5 heures, Fadi prodigue de nombreux conseils à ces jeunes Palestiniens, malgré le risque d'être arrêtés une nouvelle fois par l'armée israélienne. L'occupant a arrêté 12 000 enfants palestiniens depuis l'an 2000. Celui qui se sert du droit au silence, c'est celui qui va être relâché et qui va ressortir plus fort. Se taire, tout comme l'a fait Ahmed Tamimi, cette blonde aux yeux bleus de 17 ans, devenue un symbole de résistance pour de nombreux Palestiniens. Fadi leur projette des vidéos inédites de l'interrogatoire de la jeune femme, des séances qui souvent durent des heures. Alors pour tenir le coup, Fadi a une astuce. Je leur ai donné le mantra de mon enfance, révolution, révolution jusqu'à la victoire. Et donc à chaque fois qu'un soldat me posait une question, je me récitais cette phrase dans ma tête. Leur mantra en tête, ils se font une promesse. Fadi a déjà formé 2000 enfants. Plus de 200 ont été arrêtés, tous sont restés silencieux et ont été relâchés. Malak, elle, est l'adolescente palestinienne qui a passé le plus de temps dans les geôles israéliennes. Tu connais Handallah? Oui. Il représente le peuple palestinien. Pour l'instant, il est de dos, mais quand la Palestine sera libérée, il sera face à nous. En prison, je ne pouvais rien dessiner sur la Palestine. C'était interdit. Il y avait des fouilles surprises. Ils venaient dans nos cellules en pleine nuit, ils nous faisaient sortir, ils retournaient les lits et tapaient sur les murs. L'armée l'a condamné pour avoir tenté de passer un checkpoint avec un couteau. La jeune fille de 14 ans refuse d'expliquer son geste. Lorsque l'on grandit de ce côté du mur, qui plus est dans un camp, il est parfois bien vu de s'en prendre à des soldats israéliens. La première fois que je lui ai rendu visite, il y avait une vitre entre elle et moi. J'aurais aimé la prendre dans mes bras, écouter sa peine et casser la vitre. Malak a eu droit à très peu de visites, 2 fois 45 minutes en 8 mois de prison. J'avais besoin de ma famille.
C'est très dur d'être prisonnière. Je ne le souhaite à personne. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. C'est une initiative singulière pour garantir aux réfugiés un voyage sûr, légal et le droit de demander l'asile. Le premier couloir humanitaire qui relie l'Afrique et l'Italie a été inauguré en 2018. Jusqu'au mois de décembre, des réfugiés érythréens, sud-soudanais et somaliens qui vivent en Éthiopie arriveront en Italie grâce à ce dispositif. Organisé notamment par l'association Gandhi et la Caritas italienne, des ONG qui identifient les potentiels bénéficiaires du programme dans les camps de réfugiés éthiopiens et se chargent ensuite d'organiser leur voyage. C'est un reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza. Ils touchent enfin le sol européen. Arrivés à l'aéroport de Rome après une nuit de vol, leur joie est visible. I'm very happy. Je suis tellement heureux. Je remercie Dieu et tous ceux qui ont aidé pour nous sauver et pour qu'on puisse arriver jusqu'ici. Merci. Pour Suleiman, comme pour les 138 autres réfugiés tout juste arrivés en Italie, c'est la fin d'un long périple. Une aventure qui a commencé il y a plusieurs mois en Afrique. Dans ce camp, au nord de l'Éthiopie, vivent des milliers de réfugiés qui ont fui la dictature en Érythrée. La plupart d'entre eux partagent un même rêve, atteindre l'Europe. Ces opérateurs humanitaires sont porteurs d'une bonne nouvelle. Ils informent cette famille que d'ici quelques semaines, elle sera accueillie en Italie. C'est une opportunité que nous offrons à certaines personnes. Nous savons que ça va changer votre vie. Il faudra que vous partiez d'ici et que vous commenciez une nouvelle vie. Et vous serez accueillis par les communautés en Italie. Daniele Albanese est un des coordinateurs du projet. Il est membre de l'une des 3 ONG catholiques qui organisent ces corridors humanitaires. Nous avons effectué de nombreuses interviews ces derniers mois dans les camps, ici en Éthiopie. 130 personnes ont été choisies. Nous travaillons sur les démarches administratives et l'Italie a autorisé la délivrance de visas. Un visa de protection humanitaire concédé aux plus vulnérables, aux victimes de guerre, violences et persécutions. Suleiman a fui l'Érythrée et son régime totalitaire qui réprime toute contestation. En Érythrée, on est forcé de faire le service militaire à partir de l'âge de 18 ans. Et cela dure toute la vie, on n'a pas le choix. C'est impossible de se construire une vie. C'est une dictature. 3 mois plus tard, le jour du départ est enfin arrivé. Pour la plupart d'entre eux, ce voyage marque la fin d'un cauchemar. Beaucoup d'entre eux ont subi des violences, ont été victimes de torture ou d'exploitation sexuelle. Et bien sûr, nous voulons éviter que les enfants passent leur vie dans des camps pour réfugiés. Yamina a elle aussi fui l'Érythrée. Emprisonnée en Libye pendant des mois, elle espère pouvoir repartir de zéro en Italie, loin de la violence. J'ai vécu tellement de difficultés, de moments terribles par le passé. Je suis sûre que je pourrais m'adapter en Italie et me construire une nouvelle vie. Arrivés à l'aéroport d'Addis Abeba, les organisateurs touchent enfin au but. Accompagner ces personnes saines et sauves en Europe. Cela veut dire qu'ils ne seront pas victimes de trafic, ils n'entreront pas clandestinement en passant par le désert et la mer, où ils risquent leur vie. Au lieu de cela, ils voyageront par avion. Un avion à bord duquel ils atterrissent à l'aube, à quelques kilomètres de Rome. Des opérateurs humanitaires sont là pour les accueillir. Yamina est visiblement soulagée. Je suis tellement heureuse d'être ici. Je remercie l'Italie de nous accueillir. Nous sommes arrivés ici sans avoir à prendre des risques et cela nous a sauvés.
La joie est partagée, mais il y a aussi pour beaucoup un sentiment de tristesse. C'est très dur d'avoir laissé tant de compagnons de route en Éthiopie et en Érythrée et de penser que beaucoup sont morts en Méditerranée pour arriver jusqu'ici. Ce projet de corridor humanitaire est entièrement financé par la conférence épiscopale italienne. Son succès dépend des visas accordés par le gouvernement populiste italien. Quel que soit le gouvernement en place et son orientation politique, nous continuerons notre mission. Car face à ces personnes et à leurs histoires, il faut continuer à se battre. Pour ces organisateurs, l'objectif est clair. Inciter les gouvernements européens à généraliser cette initiative. Il faut trouver en Europe des voies légales de la migration. Et le couloir humanitaire, c'est une voie légale parfaite qui réalise aussi la sécurité de qui voyage et de qui accueille, du pays et des gens qui accueillent. Et donc nous proposons à toute l'Europe d'élargir ce modèle. Depuis l'instauration de ces couloirs humanitaires il y a 2 ans, 1600 réfugiés ont atterri en Italie. L'offensive militaire sur Deraa en Syrie prouve que la guerre dans ce pays est loin d'être terminée. Le régime d'Assad, appuyé par les Russes, la veut totale contre toute opposition. Idlib, l'une des dernières poches rebelles situées au nord du pays, abrite une population grandissante de déplacés venus de toutes les villes reprises par l'armée et évacuées. Depuis presque un an, l'un de ses habitants a décidé d'aider les blessés de la guerre à se reconstruire en leur proposant de faire du sport. Salih Aboukoussaï et Peggy Bruyère nous en disent plus. C'est un terrain au nord de la Syrie où les règles du football sont les mêmes que partout dans le monde. Avant, j'étais électricien. J'avais 2 mains. Je travaillais sur des chantiers pour installer l'électricité dans les immeubles. Ici, le plus important, ce n'est pas de marquer des buts. Ce sont les mouvements. Réapprendre à bouger son corps. Se l'approprier à nouveau. Sur ce terrain, tous ces hommes ont cru un jour qu'ils ne pourraient plus jamais se mouvoir. Bien sûr, parfois c'est difficile. Mon bras ne peut pas prendre la place de ma jambe et vice-versa. Quelquefois, le ballon arrive d'un côté et moi j'ai le réflexe d'une personne normale. J'oublie que je n'ai qu'un bras. Alors le point est pour l'adversaire. Mais dans l'équipe, on est tous unis. On s'entraide pour oublier le handicap. L'aviation du régime a visé la rue que Mohamed empruntait un matin alors qu'il se rendait au travail. Ses coéquipiers, eux, ont tous été victimes d'un tir de roquette, d'une bombe à sous-munitions. Certains ont échappé au bombardement d'un immeuble, mais la blessure a changé leur vie. L'idée de réunir une équipe de joueurs amputés n'est pas née sur un terrain de football, mais dans un hôpital, dans la tête de ce médecin. Mohamed est physiothérapeute. Depuis le début de la guerre, il soigne les blessés en les aidant à retrouver leur motricité. Je me suis endurci avec tout ce que j'ai vu. Tu vois, à Idlib, il n'y a plus personne qui soigne. Le personnel médical a déserté. Ici, les soins sont gratuits. Mohamed et son personnel travaillent bénévolement avec du matériel médical sommaire. Aux yeux du thérapeute, ses patients sont oubliés. Alors il a activé son réseau à la recherche de dons privés auprès de la population d'Idlib, de l'argent avec lequel il a notamment acheté des béquilles, des baskets, des maillots de sport. Depuis 8 mois, à la fin de sa journée, il troque sa blouse de médecin contre sa tenue de sport et se rend au terrain. J'ai constaté que la plupart des organisations ne s'intéressaient absolument pas à leur cas. Alors j'ai voulu créer un programme spécial pour ces jeunes. Et parce qu'en tant que physiothérapeute, le sport faisait partie de mon travail. Alors j'ai ajouté le sport à la thérapie. On a commencé avec le foot, après on a ajouté le tennis de table, les jeux d'échecs, puis l'athlétisme. Avant la guerre en 2011, Mohamed était athlète professionnel. Et c'est en tant qu'arbitre qu'il foulait les terrains de football. Aujourd'hui, il veut insuffler le goût de la compétition et de la victoire à des hommes qui ont beaucoup perdu.
C'est magnifique ce qu'ils sont devenus, ils sont éblouissants. Parmi eux, il y a Abdelkader, un ancien coiffeur qui combattait dans les rangs de l'armée syrienne libre au début de la révolution. Blessé par une roquette du régime, à Alep en 2015, il a été soigné à Idlib avant de rejoindre il y a 4 mois l'équipe de Mohamed. Ça nous aide psychologiquement et notre condition physique s'améliore. Rester à la maison nous ennuie. Là, nous nous sentons appartenir à ce monde. Grâce à Dieu, avec le sport, les gens commencent à nous parler, à s'approcher de nous. Mais être à nouveau quelqu'un aux yeux du monde, à Idlib, cela a un coût. C'est l'une des dernières villes du pays à ne pas être contrôlée par le régime de Bachar al-Assad. Idlib est situé dans une zone de désescalade, où les rebelles et le régime ont passé un accord pour permettre l'accès de l'aide humanitaire et aider au retour des déplacés. Mais les groupes islamistes et les factions rebelles se disputent le pouvoir, et dans les airs, les répliques de l'aviation gouvernementale n'ont jamais cessé. Nous subissons un bombardement systématique. Alors on s'entraîne sur un stade en dehors de la ville. Mais les horaires de l'entraînement changent tout le temps. Quand je décide que l'on commence à 18 h, l'équipe dit « Non capitaine, ça ne nous convient pas de commencer à 18 h et terminer à 20 h. On a peur des kidnappings, des explosions, des mines sur le chemin, des IED. » C'est la réalité ici. Et cela nous oblige à rater quelquefois l'entraînement. C'est difficile, mais en fait, on arrive à s'entraîner à peu près une fois par semaine. Dans une ville toujours rongée par la guerre, l'équipe est passée en moins d'1 an de 5 à 22 membres. Mohamed a remporté son pari sportif, sortir ses hommes de la prison mentale dans laquelle la blessure physique les enfermait. Bravo, Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.